Bonjour, bon après-midi ou bonsoir en fonction d'où vous vous trouvez et bienvenue à ce webinaire de TechNet 21 sur la nouvelle application d'inventaire et d'analyse des gaps de l'OMS. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir avec nous nos différents présentateurs que Maricel va vous présenter par la suite. N'hésitez pas à poser vos questions que ce soit dans la section questions et réponses de Zoom, de préférence d'ailleurs, mais si vous ne trouvez pas cette section, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat directement. Nous répondrons à toutes ces questions lors de la lors de la séance questions et réponses de la fin. Et si vous avez le moindre problème technique, n'hésitez pas à me le faire savoir aussi. J'essaierai de vous aider au mieux. Alors, comme d'habitude, cette séance est enregistrée. Nous vous enverrons le lien par email et nous vous donnerons le lien sur le site internet de TechNet 21 aussi. Alors, cette séance est interprétée en français. Si vous voulez avoir accès à l'interprétation, n'hésitez pas à cliquer sur le globe dans le bas de votre écran et sélectionner le canal français. J'aimerais maintenant donner la parole à ma collègue Maricel pour lancer cette présentation. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire sur l'application d'inventaire et d'analyse d'écart en matière d'équipement de la chaîne du froid. Alors, ce webinaire représente le lancement de ce nouvel outil qui a été développé par l'OMS en août, plus ou moins. Nous voulons que vous vous familiarisiez avec cet outil. Donc, il y aura une démonstration des différentes fonctionnalités et utilisation de l'IGA. Alors, nous voulons aussi que la Géorgie, qui est le premier pays à utiliser cet outil au niveau national, vous présente en détail cet outil. Et nous voulons aussi que vous nous donniez vos suggestions afin que nous puissions davantage améliorer cet outil pour qu'il vous soit encore plus utile. Alors, pour ce qui est du programme d'aujourd'hui, après cette introduction, il y aura une introduction de l'application IGA qui sera réalisée par Monsieur Solokone. Ensuite, nous passerons aux fonctions et aux rapports de l'application IGA qui sera présenté par Mojtaba. Ensuite, nous donnerons la parole à Irakli pour l'expérience et les leçons apprises par la Géorgie par rapport à l'utilisation de cette application. Et après cela, nous passerons aux questions et réponses. Maricel, petite remarque pour vous et pour tous nos présentateurs, puisque nous avons une interprète avec nous aujourd'hui, s'il vous plaît, n'oubliez pas de parler relativement lentement pour que l'interprète puisse tout traduire en français. Merci beaucoup. D'accord, merci. Alors, je vais maintenant vous présenter nos panélistes du jour. Donc, nous aurons d'abord l'ingénieur Solokone, qui est le responsable d'équipe de la chaîne d'approvisionnement des vaccins et de logistique au sein de l'OMS. Ensuite, nous aurons l'ingénieur Mojtaba Agou, qui est consultant pour l'application IGA et qui travaillait auparavant en tant que responsable technique de l'OMS et de l'UNICEF. Ensuite, nous aurons Monsieur Iraki Gabissonia, qui est responsable EPI du ministère de la Santé en Géorgie. Ensuite, nous avons Monsieur Amjad Iyari, qui est consultant et qui est consultant pour l'application IGA et fondateur et PDG de l'application IC for Information Technology. Ensuite, nous aurons l'ingénieur Mohamed Shadan, qui est développeur de programme pour l'application IGA et qui a également soutenu les différentes applications web sur la gestion des stocks d'approvisionnement de vaccins.
Alors voici ici la première version de notre application inventaire et analyse des écarts. Donc vous pouvez y avoir accès sur le lien que vous voyez, par le lien que vous voyez ici à l'écran en utilisant le nom d'utilisateur admin et le mot de passe 123. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous. Je vais maintenant donner la parole à mon collègue Solokone pour l'aperçu général et l'introduction de l'application IGA. Merci beaucoup Maricel. Bonjour, bon après-midi et bonsoir à toutes et à tous, puisque je vois des participants de partout dans le monde, de l'Indonésie aux États-Unis. Donc vraiment, on voit que notre zone de participants est très étendue aujourd'hui et nous en sommes ravis. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît Maricel. La première question, pour ce qui est de l'inventaire, ici, on se demande quel est l'objectif. On sait que l'inventaire est nécessaire parce qu'il faut savoir quels sont les atouts disponibles, quels y sont, les chambres froides, pardon, où ces atouts sont et dans quelles conditions ils sont. Pourquoi? Eh bien, pour pouvoir utiliser la connaissance de cet équipement pour la planification et la mise en œuvre des activités de vaccination. Et puis, nous pouvons aussi planifier et mettre en œuvre l'entretien de cet équipement afin de garantir la disponibilité de l'équipement dans une bonne condition de fonctionnement et à un coût optimal. Alors, comme vous le voyez, l'objectif, bien sûr, c'est de ne pas gaspiller de l'argent en gardant des équipements dépassés, par exemple. L'objectif aussi, c'est d'avoir une planification cohérente pour avoir une réhabilitation de l'équipement à temps, que ce soit une extension, c'est-à-dire mettre de nouveaux équipements dans de nouvelles localisations avec plus de capacité pour la livraison de services, ou une expansion, là où c'est nécessaire, avec de nouveaux programmes, par exemple, donc l'expansion de nouveaux vaccins dans votre programme, ou pour le remplacement des équipements qui ne fonctionnent plus très bien. Donc, cet inventaire, cette application va vous donner toutes ces différentes informations pour que vous ayez une bonne planification et surtout une bonne segmentation de votre équipement afin que vous puissiez sélectionner au mieux les équipements nécessaires et ceux qui sont à remplacer. Alors, quelles sont les différentes méthodes et quelles sont les données que nous pouvons collecter par le biais de cet inventaire? Eh bien, ici, nous pouvons voir qu'il y a 3 méthodes principales. La première, nous aurons on peut demander à un ingénieur ou un responsable de chaque centre de santé de collecter des données et en visitant chaque équipement. Ici, ce qui est important, c'est bien sûr d'avoir des ingénieurs compétents, mais c'est un processus long et coûteux. La deuxième méthode sur laquelle on se concentre de plus en plus, c'est d'utiliser les utilisateurs dans différentes localisations pour collecter les données. Alors ça, c'est une méthode relativement peu coûteuse et assez rapide à mettre en œuvre. Bien sûr, le problème se pose ici plutôt sur la qualité des données, puisqu'une validation pourrait être nécessaire, contrairement à la première méthode. La troisième méthode, c'est de collecter les données directement du centre d'approvisionnement et puis de les télécharger sur une base de données, mais sans réelle connaissance de l'endroit où se trouvent ces différents équipements et sans aucune connaissance non plus de la condition de ces différents équipements. Alors ici, il s'agit d'une méthode relativement peu coûteuse aussi, parce qu'on a accès à ces différentes spécificités, ces informations, mais on ne sait pas où se trouvent ces équipements ni leur état. Une fois que l'on a ces différentes méthodes, il faut ensuite collecter les données, bien sûr.
lorsque l'on réalise un inventaire, il faut s'assurer de collecter les données nécessaires qui nous permettront de gérer notre équipement. Cela inclut, mais sans être limité à, la localisation, donc où se trouvent les équipements dans le système, l'identification de l'équipement en soi. Donc ici, on a la catégorie ou le type d'équipement, les modèles, les sources d'énergie, etc. Nous avons aussi les résultats nominaux, notamment en termes de capacité de stockage ou d'énergie. On a aussi comme données l'âge ou l'année d'installation de l'équipement. Et puis, très important, on a aussi le statut fonctionnel. Donc, on peut avoir différentes catégories ici, mais j'en ai indiqué certaines. Donc, fonctionne bien, a besoin d'être réparé, ne fonctionne pas installé ou désinstallé. Et puis ensuite, le troisième type de données, c'est la fréquence. Normalement, l'inventaire de l'équipement devrait être mis à jour régulièrement et il faut aussi avoir une vérification physique, c'est-à-dire une confirmation de temps en temps, au moins une fois par an, je dirais. Alors maintenant, quelles sont les différentes catégories qui peuvent être incluses dans l'inventaire? Eh bien, normalement, tous les équipements qui sont inclus dans la chaîne du froid pour soutenir les activités de vaccination. Donc ici, on souligne l'importance de la chaîne du froid et des équipements de la chaîne du froid, que ce soit les équipements actifs ou passifs. Donc ici, on a par exemple les réfrigérateurs, les chambres froides, les boîtes froides, les transporteurs de vaccins, etc. Et puis, on a aussi, ce qui est très important, les packs de refroidissement. Ensuite, comme autre type d'équipement, nous avons tout ce qui est équipement du transport, on a tout ce qui est équipement informatique et les autres types. Donc, on a différents types d'équipements, différentes informations qui peuvent être récoltées pour vraiment répondre aux différents besoins de la chaîne d'approvisionnement de votre programme. Mais pour l'instant, je dirais qu'il y a encore beaucoup de mauvaises conceptions pour ce qui est de la gestion des équipements de la chaîne du froid. Premièrement, on peut dire que avoir des données en temps réel est un véritable défi parce que ces données n'existent pas. Il faut avoir vraiment, il est nécessaire d'avoir une analyse des équipements de la chaîne du froid et il faut le faire le plus rapidement possible, je dirais. Le deuxième défi, c'est que souvent, cet inventaire est orienté vers le niveau central ou vers les donateurs. Et donc, cela rend difficile la mise à jour au niveau des utilisateurs directs. Souvent aussi, lorsqu'il faut mettre en œuvre l'inventaire, eh bien, c'est très difficile. C'est un processus très long qui peut aussi mener à des coûts importants, parce qu'il n'y a pas souvent accès à un soutien externe. Et puis, c'est aussi difficile à maintenir dans le temps à cause de plateformes de données qui sont déconnectées, donc que ce soit des bases de données sur papier ou sur Excel, par exemple. Le deuxième problème, ce sont les données analytiques. Souvent, ces données sont incomplètes, sont limitées à quelques statistiques, par exemple le type, le modèle ou la source d'énergie, l'âge, la fonctionnalité, mais c'est tout. Et en fait, ce n'est pas suffisant pour avoir une réelle gestion efficace des équipements. Ou alors, l'autre problème parfois, c'est que les données analytiques sont orientées directement sur l'équipement, mais en oubliant parfois les besoins spécifiques des centres auxquels il faut absolument répondre, bien sûr. Et puis, l'analyse des capacités est principalement limitée, voire inexistante pour ce qui est de l'analyse des lacunes, par exemple.
Et puis, le troisième gros problème, c'est la gestion continue en elle-même, parce que souvent la portée est très limitée, la catégorisation est très limitée. On a les réfrigérateurs et les chambres froides, par exemple. Ça, ce sont les équipements actifs principaux. Ou alors, les champs de données sont très limités aussi. Le deuxième élément ici, c'est que parfois cette gestion est déconnectée des opérations de maintenance et d'entretien. Et donc, ces inventaires ne sont pas liés aux opérations d'entretien qui permettent une surveillance continue de ces équipements. Et puis finalement, on a aussi le suivi et la surveillance de l'utilisation de l'occupation des capacités des équipements, par exemple la distribution de vaccins. Donc toutes ces fausses idées sont incluses. On a essayé d'y répondre dans l'application IGA et vous le verrez notamment dans la présentation de Mojtaba et d'autres collègues par la suite. Donc, ce sont des problèmes auxquels on a vraiment essayé de répondre. Et donc, sans plus attendre, je vais maintenant donner la parole à mon collègue Mojtaba. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, alors je dois partager mon écran. Un petit instant, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez mon écran, tout le monde? Oui, tout à fait. D'accord, bonjour tout le monde. Alors, pour rebondir sur la fin de la présentation de Solo, vous voyez ici à l'écran l'application que nous avons développée avec l'aide et le soutien de l'OMS, bien sûr. Et j'aimerais souligner que plus de 100 ans d'expérience ont été utilisés pour la mise en œuvre de cette application si on considère toutes les personnes qui y ont contribué. Cela étant dit, euh, vous avez ici la page principale que tous les utilisateurs voient dès qu'ils se connectent avec leur nom d'utilisateur et leur mot de passe. Donc ça, c'est l'écran qu'ils voient, sauf qu'ils ne voient pas l'option paramètres parce que les paramètres sont réservés aux administrateurs. Alors, cette application n'a pas été créée pour un pays, pour un centre ou uniquement pour l'équipement de la chaîne du froid. En fait, vous pouvez vraiment utiliser cette application pour toute utilisation que ce soit. Alors ici, vous voyez les différents centres, les différentes installations. Vous avez ici une réplique des informations pour la Géorgie. Donc, vous avez certaines informations qui sont uniquement disponibles en géorgien. Mais sur la page principale, vous voyez que vous pouvez ici sélectionner équipement de la chaîne du froid. Euh, Ici, vous pouvez aussi choisir chambre froide. Vous voyez ici au centre le nombre de centres. Donc ici, on a 11 chambres froides qui fonctionnent à 100%. Ensuite, on a aussi les réfrigérateurs, les boxes froides, les packs refroidissants, etc. Et donc, on peut voir ce qui fonctionne, combien il y en a et quel est le pourcentage d'équipements qui fonctionnent. Alors ici, on voit qu'il y a par exemple à droite, donc en bleu clair, on peut voir qu'il y a 62 installations et que 40% sont définis. Alors ici, vous avez encore d'autres informations qui sont disponibles en matière d'installation de centre. Alors, avec votre permission, je vais maintenant passer aux paramètres. Les paramètres sont seulement disponibles pour les groupes admin. Donc, le groupe admin est composé de 4 ou de 5 personnes qui connaissent sur le bout des doigts la situation du centre en particulier. Ici, on peut mettre, les admins peuvent mettre le logo qu'ils souhaitent, ils peuvent mettre toutes les informations qu'ils souhaitent, ils peuvent mettre toutes les informations en fonction de leurs connaissances spécifiques
de l'installation du centre. Ensuite, ils peuvent passer aux différents éléments. Si les catégories ne sont pas disponibles, ils peuvent en ajouter. Donc à nouveau ici, on peut voir, équipement de la chaîne du froid. On peut voir qu'ils ont, sélectionné ici, 8 éléments différents. On peut aussi, changer le nom dans la langue que l'on souhaite et puis pour, chaque élément, on peut mettre le type de l'élément, et à quel, niveau de la chaîne du froid il se trouve. Alors pour, chaque, élément, ils peuvent, sélectionner différentes choses et ils peuvent dire s'il s'agit d'une donnée obligatoire ou non obligatoire. Alors s'il s'agit d'une, donnée obligatoire, en fait, l'utilisateur ne pourra pas sauvegarder les données s'il ne les a pas indiquées. Alors, on peut ici aussi sélectionner différentes données, mais l'idée, c'est que, on ne veut pas que les utilisateurs fassent, n'importe quelque erreur que ce soit. Alors ici, on peut sélectionner vraiment de nombreux champs, de nombreuses données et on peut dire, par exemple, que j'aimerais avoir une couverture 2. Mais que ce ne soit pas obligatoire, par exemple. Pour ce qui est de la province, j'aimerais l'avoir, c'est obligatoire. Donc voilà, ici, on peut voir vraiment quels champs, sont obligatoires ou pas. Donc ici, on peut avoir, l'adresse email. C'est intéressant, mais ce n'est pas obligatoire. Donc ça dépend des administrateurs. Alors, et comme je l'ai dit, les utilisateurs n'ont pas accès à, ces différents paramètres et donc ce qui va se passer, c'est que ce sont les administrateurs qui vont définir eux-mêmes les paramètres que les, utilisateurs vont utiliser par la suite. Donc si je vais en Géorgie, par exemple, on a la description suivante. Donc les, utilisateurs ne peuvent pas définir cela. Alors ensuite, si on va vers les producteurs, alors je dirais que ça, c'était un des problèmes, principaux dans les implications précédentes. C'est que si on écrivait les producteurs de manière, différente, eh bien, l'application ne les reconnaissait pas. Hem Et donc ici, c'est à l'administrateur de définir le nom du fabricant comme il le souhaite. Ici, on peut aussi, importer différentes données, notamment les données PIS et lorsque les utilisateurs, tombent sur un équipement, sur un élément, qu'ils veulent mettre eh bien, ils incluent simplement, le chiffre PIS et toutes les informations sont téléchargées dans le système. Il en va de même pour, les équipements passifs et pour les données du centre en direct. Si, par exemple, le pays a toutes les informations sur, des dossiers Excel, eh bien, ils ne doivent pas les importer une par une, ils peuvent tout importer d'un coup. Alors ici, on peut également changer différentes données en fonction de ce que les administrateurs souhaitent. On peut également, changer la langue, on peut ajouter des langues, locales. Pour l'instant, ça fonctionne déjà en anglais, bien sûr, mais aussi en français, en russe, et en, géorgien du coup. Alors ici, nous avons, la les, catégories qui sont accessibles aux utilisateurs. Donc on a facilities, on a items et si on va dans items, on peut voir qu'on peut ajouter un nouvel élément, et ici, là, on voit que ce sont les champs de données que l'administrateur a jugés comme étant obligatoires. Donc les jaunes sont les champs obligatoires et les blancs sont les champs non obligatoires. Parce qu'ici, on peut voir que l'application est déjà complètement configurée. Hem, donc ici, on a, la liste qui,
peut apparaître dès qu'on écrit PQS. On a tous les différents types qui apparaissent, mais l'administrateur peut aussi décider, par exemple, de limiter ces informations à 5 éléments parce qu'ils savent qu'il n'y a que ces 5 éléments dans leur centre. Ensuite, on voit aussi un certain nombre de rapports qui sont disponibles. Donc, on a ici le rapport des écarts, des lacunes. Donc, on peut voir qu'ici, pour ce qui est des niveaux, on a 2 niveaux en Géorgie. Et si j'appuie sur rapport, le petit bouton qui dit report. Alors, parfois, ça prend un peu de temps parce que, bien sûr, le système doit faire tous les calculs nécessaires. Mais ensuite, vous voyez qu'au total, il y a 6 installations, 6 centres. Ici, vous avez le nom du centre, le niveau de ce centre, le code qui est généré par le système, le type du centre, la population générale, la population sous un. Et puis ici, on a la capacité disponible nette. Donc, par exemple, ici, on a 1314 millimètres. Ici, on a 35 074 millimètres. Et puis, on peut voir aussi la capacité de fonctionnement disponible nette. Et puis, la dernière colonne, c'est la capacité nette nécessaire qui est calculée en fonction des données qui avaient été inscrites par les administrateurs. Et puis ici, on peut voir qu'à moins 20 degrés, par exemple, il y a un manque de 4264 capacités et un excès ici aussi d'environ 8000. Mais nous avons aussi un filtre qui est disponible pour montrer soit tous les équipements, soit seuls les équipements de la chaîne du froid, par exemple. Et il en va de même pour les équipements avec une date d'installation. Donc, on pourrait ne pas inclure, par exemple, les réfrigérateurs qui ont plus de 10 ans ou plus de 5 ans. Et puis, on peut aussi estimer ce manque en 2021, par exemple. On peut aussi essayer de se dire quelle sera la situation en 2025 pour essayer de planifier au mieux, pour essayer de résoudre ces déficits. On peut parfois se dire, d'accord, on va avoir un nouveau vaccin qui va être mis à disposition. Comment est-ce qu'on doit planifier les choses pour une vision à 5 ans, par exemple? Et puis, toutes ces données peuvent être exportées dans un fichier Excel. Si je reviens aux autres rapports, nous avons aussi un rapport qui s'intitule Profile of Facilities, donc profil des installations ou des centres. Alors, je peux cliquer dessus. On peut voir ici le profil des différents centres. Donc, on peut voir le type, le nom, le niveau, les différents types, les différentes propriétés. Et puis ici, il y a aussi des données qui ne sont pas nécessairement importantes parce que pour ce qui est de la source d'énergie, par exemple, en Géorgie, on n'a que l'électricité. Ici, on a aussi la population totale aux différents niveaux, donc niveau 2, niveau 3, niveau 4. On a la population minimale aussi. Alors, est-ce que j'ai le temps de continuer ou est-ce qu'il faudrait que je m'arrête ici et que je laisse plus de temps pour la séance de questions et réponses? Maricel, c'est vous qui êtes responsable du temps. Qu'en pensez-vous? Oui, vous avez peut-être encore 3 minutes, si vous voulez, montrer encore quelques éléments. Oui, génial. Alors, je vais maintenant passer aux utilisateurs. En fait, vous ne pouvez pas avoir autant d'utilisateurs que, vous le souhaitez parce que, c'est beaucoup de travail de définir de nouveaux utilisateurs pour un nouveau centre. Donc ici, on a les différents utilisateurs pour les différents centres.
Et en fait, chaque utilisateur a un accès limité. Donc, par exemple, cet utilisateur peut tout faire, celui-ci ne peut faire que quelques éléments. Certains utilisateurs ne peuvent pas définir de nouveaux utilisateurs. Bien sûr, cela dépend de la personne qui définit les nouveaux profils d'utilisateurs pour son propre centre. Alors, toutes les saisies de données sont enregistrées sous le nom de l'utilisateur. Donc, ici, l'utilisateur serait responsable de tout ce qu'il fait sur le système. Alors en fait, tous les niveaux supérieurs peuvent se connecter au niveau inférieur. Donc, par exemple, le district n'a pas accès aux données du niveau central. Mais si, par exemple, les utilisateurs du district se disent, OK, je n'arrive pas à faire cela, je n'arrive pas à saisir ce type de données ou à télécharger cette image, eh bien, les utilisateurs du niveau central peuvent tout à fait l'aider et le faire à leur place. Alors, la Géorgie, comme je l'ai dit, a été le premier pays à utiliser cette application au niveau national. Le deuxième pays, c'était la Jordanie, mais pour une question de temps, nous n'avons pas de deuxième représentation ici. D'accord, merci beaucoup à Mojtaba pour cette présentation. Alors, j'aimerais aussi demander aux panélistes de jeter un œil à la section de questions et réponses pour y répondre par écrit si c'est possible. Sinon, nous y répondrons à l'oral, bien sûr. Alors, nous allons maintenant passer la parole à Iraki pour qu'il nous parle de son expérience en Géorgie également. Bonjour tout le monde et merci beaucoup Maricel. Alors, je m'appelle Irakli et je travaille pour le Centre national de contrôle des maladies et de santé publique de Géorgie et je vais essayer de vous faire un panorama rapide de notre expérience ici en Géorgie. Alors, la population de la Géorgie avoisine les 4 millions. Notre surface totale est d'environ 70 km² et la distribution géographique, c'est que nous avons 9 régions et 62 districts. Alors, au niveau national, la vaccination est sous la responsabilité du ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales. L'Agence des services sociaux est responsable pour les flux financiers et le Centre national pour le contrôle des maladies et de la santé publique est responsable de l'approvisionnement, des logistiques, de la gestion des activités de suivi en matière de vaccination, mais aussi de la surveillance des maladies qui peuvent être évitées grâce à la vaccination. Alors, pour ce qui est de la logistique en matière de vaccins, cela est géré par le Centre national du contrôle de la maladie, NCDC, au niveau national, alors que les responsabilités sont gérées par les centres de santé publique au niveau des régions et des districts. Alors, en Géorgie, nous avons 4 niveaux de vaccination. Donc, nous avons le niveau national, régional, district. Et puis, le dernier niveau, pardon, ce sont les points de vaccination qui sont vraiment responsables de la vaccination en elle-même. Alors, pour ce qui est de cet outil d'inventaire et d'analyse des écarts, il a été introduit par l'OMS en Géorgie en août 2021. Et donc, le NCDC a commencé le projet le 15 septembre cette année et a assemblé une équipe de 6 spécialistes afin de collaborer avec les représentants de l'OMS pour planifier la mise en œuvre de cet outil en Géorgie. Alors, pour ce qui était des décisions politiques, notamment qui devrait collecter et importer ou analyser les données, quelles données devraient être collectées, quand et où elles devraient être collectées, eh bien, toutes ces décisions ont été prises par le NCDC et par le ministère de la Santé aussi. Alors, on a décidé que l'outil devrait être disponible pour les 3 premiers niveaux de la chaîne de vaccination, donc en excluant seulement les points de vaccination.
Alors, à l'avenir, nous voulons aussi inclure les centres de vaccination. Alors, la phase de planification inclut différents éléments, notamment la planification d'un programme de projet, la traduction de l'application et de la plateforme web en géorgien, euh, compléter toutes les données nécessaires et les formulaires d'information au niveau administratif, ajuster l'application aux besoins de la Géorgie et organiser bien sûr des formations pour l'équipe nationale. Alors, comme je l'ai dit, nous avons dû ajuster l'outil aux besoins de la Géorgie. Et donc, il y a différentes données qui peuvent être collectées et analysées grâce à cet outil. Et donc, ce qui est important aussi, c'est que nous devions savoir quelles étaient les informations les plus importantes pour notre pays. Donc, définir quelles informations collectées auparavant a permis à la Géorgie de vraiment respecter le programme qu'elle s'était fixé et de commencer le processus d'évaluation comme planifié. Alors, nous avons dû faire quelques ajustements après notre projet pilote. Par exemple, nous avions inclus différentes informations. On s'est rendu compte que ce n'était peut-être pas nécessaire de toutes les inclure. On s'est rendu compte qu'il était aussi parfois difficile de déterminer certaines informations liées aux équipements de la chaîne du froid notamment. Et on a pris la décision aussi de ne pas importer toutes les informations sur les packs réfrigérants, pour l'instant en tout cas. Alors aussi, on avait différentes informations au niveau des sites de vaccination. L'interprète s'excuse, il semblerait que nous ayons perdu Iraki. Ah voilà. Alors, on a aussi défini quelles informations supplémentaires seraient préférables ici. On a aussi essayé de voir quelles étaient les informations qui étaient moins importantes pour nous, pour le moment en tout cas. Et puis, ce qui était très important aussi, c'était de ne rater aucune information importante avant de commencer l'utilisation de cet outil. Alors, pour ce qui est de l'équipe de mise en œuvre d'exécution, nous avons 6 personnes au niveau national, donc le gestionnaire de projet et 5 personnes du personnel au niveau central. Et puis, nous avions aussi 54 personnes du personnel au niveau régional et au niveau des districts. Alors, pour ce qui était des responsabilités du gestionnaire de projet et du personnel du niveau central, bien sûr, c'était de collecter et d'importer les données récoltées pendant le projet pilote à Tbilissi. Ensuite, c'était aussi de collecter et d'importer les données pour les différents entrepôts au niveau du district et au niveau régional. Bien sûr aussi former le personnel au niveau des districts et régional. Alors, pour ce qui était du personnel régional et au niveau du district, eh bien, ils devaient simplement collecter et importer des données des points de vaccination dans leur district ou leur région respectifs. Alors, ce que l'on avait raté pendant la phase de planification, c'était que la plupart de notre personnel était au niveau régional et du district, alors que la plupart du personnel du niveau central faisait partie du NCDC. Donc, c'était difficile de visiter plusieurs centres en même temps parce que si on allait tous ensemble dans un entrepôt au niveau du district, par exemple, il n'y avait plus personne au niveau du NCDC pour notre travail de routine. Donc, on a pris un peu de retard sur notre programme.
mais on a quand même réussi à finir notre inventaire dans la première semaine de décembre, je pense. Et donc, je pense que tout sera prêt vraiment pour la fin de l'année, donc avec seulement 2 semaines de retard. Alors, bien sûr, pour ce qui était de notre programme, de notre agenda, eh bien, on avait différentes choses. On avait notamment l'adaptation de l'application aux besoins de la Géorgie. On avait l'inventaire de l'équipement de la chaîne du froid dans les sites de vaccination à Tbilissi, mais aussi dans les entrepôts au niveau régional et des districts. Ensuite, on avait aussi l'organisation de formation du personnel à chaque entrepôt. Et puis ensuite, on avait aussi l'inventaire des équipements de la chaîne du froid dans les points de vaccination au niveau régional et du district en Géorgie. Cela a demandé 14 jours et 74 personnes. Donc, au total, nous avions planifié 60 jours pour la mise en œuvre de cette application pour l'inventaire donc des équipements de la chaîne du froid. Et la formation a été organisée en parallèle, mais donc comme je vous l'ai dit, ça nous a pris un peu plus de temps que, prévu, environ 2 semaines de plus. Donc comme je l'ai dit également, nous avons aussi organisé un projet pilote. Ça a été la première étape de ce projet. Ce projet pilote nous a aidés à déterminer quels changements, supplémentaires seraient nécessaires pour, améliorer et simplifier le processus, pour, minimiser les problèmes et pour, corriger certains bugs avant de lancer le projet entier. Pendant le projet pilote, nous avons récolté des informations et importé environ 50 des points de vaccination à Tbilissi, donc environ 65 centres. Donc pendant le projet pilote, on a réalisé différents ajustements, notamment la correction de certains problèmes en matière de traduction, les fichiers Excel et certaines informations sur l'outil ont été développés en cas de problème de connexion Internet. On a également décidé de supprimer les packs de liquide de refroidissement. On a décidé de supprimer aussi les informations de stockage à sec et on a identifié les données qui pourraient être importées à l'outil avant même de visiter les différents centres. Donc, après le projet pilote, on a organisé la formation. La formation du personnel du niveau central a été organisée par l'OMS. Ça a été une formation en ligne. Et puis ensuite, la formation pour les entrepôts régionaux et au niveau du district ont été organisées par 6 spécialistes du niveau central, donc du NCDC. Donc d'abord, la première formation a eu lieu en août pour nous montrer un peu de quoi l'outil était capable. C'était une formation en ligne, mais nous avons pu utiliser l'outil en direct de nombreuses fois. Ensuite, nous avons formé au moins une personne dans chaque district en fonction du nombre de centres dans chaque district. Et donc, nous avions, comme je l'ai dit, 6 spécialistes qui donnaient ces formations dans le pays. Et donc, les formations étaient divisées en 3 modules, plus ou moins, je dirais. Le premier module, c'était la formation en utilisant l'ordinateur portable ou l'ordinateur. On s'est rendu dans chaque centre, dans chaque entrepôt. Et là, on a regardé avec le personnel, on a lancé le premier module sur l'utilisation de l'application web pour voir quelles sont les informations qui devraient être collectées, comment les importer sur la plateforme, etc. Ensuite, le deuxième module, c'est qu'avec les personnes qui suivaient la formation, on s'est rendu directement dans les centres et là, on a collecté et on a importé des données
des équipements spécifiques du centre spécifique de l'entrepôt dans lequel ces personnes travaillent. Ensuite, on a terminé l'inventaire des entrepôts au niveau du district. On est allé dans le centre de vaccination le plus proche où le processus a été réalisé par l'apprenant lui-même sous la supervision, bien sûr, des formateurs. Et donc, c'est un processus qui nous a pris pas mal de temps, mais je pense que par la suite, il n'y avait pas beaucoup de questions supplémentaires par rapport à l'utilisation de cette application. C'était assez clair. Chaque formation durait environ 3 heures, mais comme je l'ai dit, il n'y avait que 6 spécialistes au niveau national qui pouvaient donner ces formations. Et donc, chaque personne a dû se rendre dans environ 12 à 15 entrepôts en Géorgie pour donner ces formations. Alors, pour ce qui est des formations, pardon, nous avons aussi inclus d'autres informations, donc comment identifier des équipements dans les catalogues, etc. Alors, pour ce qui est des équipements auxiliaires et des informations de serveurs, alors la Géorgie a principalement utilisé des tablettes et des ordinateurs portables pendant le processus. Ce n'est que dans certains centres que des documents papier ou des documents Excel ou des smartphones ont été utilisés parce que parfois c'était difficile pour les apprenants de laisser tomber le papier. Tout le monde n'est pas à l'aise avec les ordinateurs portables et donc ça peut leur prendre plus de temps de savoir comment utiliser une page web, par exemple. Et donc, on leur a montré comment collecter les informations sur papier, mais ensuite, on a inclus ces informations dans l'outil lui-même. Alors, les données ont été aussi collectées sur papier et importées sur la plateforme web. Et dans ces cas-là, c'était beaucoup plus facile de naviguer dans les documentations, dans les informations, en utilisant directement l'outil. Donc, on était assez contents. Alors, comme je l'ai dit, nous avons utilisé principalement des tablettes et des ordinateurs portables et ça, c'est le plus idéal pour travailler avec l'outil parce que puisque les smartphones ont des écrans plus petits, c'est parfois plus difficile de naviguer dans l'application et donc les smartphones sont considérés comme la dernière option. Alors, pour ce qui est du serveur, eh bien, avant que toutes les données soient importées, l'outil sera installé sur le serveur de l'OMS et ce sera donc plus facile pour les développeurs de nous soutenir en cas d'erreur ou de bug, même si je ne me souviens pas d'un cas où nous ayons eu de grands problèmes qui n'aient pas été résolus tout de suite. Et puis, lorsque l'importation et la validation des données sera terminée, l'outil avec toutes les informations sera transféré sur le serveur local du NCDC. Ça, c'est une décision qui a été prise en matière de sécurité principalement. Alors, pour ce qui est de ma dernière diapositive ici, je voulais souligner les avantages et les inconvénients. Donc ici, en fait, la comparaison a été réalisée par rapport à un inventaire sur papier. Et donc, je pense qu'il y a surtout beaucoup d'avantages à cet outil. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que, parmi les avantages, on a notamment le fait que l'on a accès aux informations mises à jour presque, en temps réel et aux informations qui sont disponibles en mode live. On a aussi accès à l'information partout et tout le temps. Nous avons aussi la capacité de changer ou de modifier des données à tout moment. On a des informations qui peuvent être enregistrées sur les serveurs locaux. On a différents types de rapports qui sont disponibles aussi. On a une fonctionnalité de cartographie et de visualisation. L'application est multilingue, ce qui nous a beaucoup aidé aussi parce qu'on a certains districts en Géorgie qui parlent d'autres langues
que le géorgien. Et puis aussi, l'application est définie pour les utilisateurs et est facile d'utilisation. Alors, nous avons quand même eu quelques inconvénients. Je dirais que nous avions eu d'abord quelques bugs mineurs, mais comme je l'ai dit, les développeurs ont vraiment fait du bon travail et ont réglé ces bugs très rapidement. Alors, je dirais aussi que l'inconvénient principal, c'est que ça nous a demandé beaucoup de temps et de ressources pour organiser les formations, mais d'un autre côté, c'était des formations qui ne doivent être réalisées qu'une seule fois et donc on ne devra plus le faire à l'avenir. Alors, l'application pour l'instant n'est disponible que sur Android et donc je pense que ce serait une bonne idée de l'avoir sur iOS et sur d'autres systèmes. Et puis, un autre inconvénient, c'est qu'on ne peut pas avoir accès et naviguer sur cette application sans accès Internet. Alors voilà, merci beaucoup. J'espère que j'ai respecté le temps imparti, que je n'étais pas trop rapide. Merci beaucoup Iraki. Alors c'est maintenant, le moment de notre séance de questions et réponses, mais avant cela, j'aimerais partager mon écran, pour, vous présenter l'avenir de l'IGA. Donc nous essayons d'améliorer encore l'application pour la rendre compatible avec, d'autres outils comme, l'IVM. Maricel, si vous partagez votre écran, on ne le voit pas. OK, désolée. Alors ici, nous essayons donc, que cette application soit compatible avec, d'autres applications de l'OMS, d'autres outils, pour, l'équipement de la chaîne du froid. On essaye aussi de voir comment cet outil, peut être, davantage compatible avec, des outils de nos partenaires. Et donc, nous avons bien pris note de certains de vos commentaires et de vos questions dans la séance de questions, dans la section de questions-réponses. Alors, la plupart des questions ont déjà reçu une réponse, mais il nous reste encore quelques questions qui n'ont pas encore reçu de réponse. Et donc, notamment, quelle est la source de données pour l'information sur la population? Est-ce que cela est intégré avec, d'autres systèmes et comment est-ce que cela peut être développé pour une intégration plus facile? Alors qui peut répondre à cette question? Alors, avant de répondre à cette question, il y avait une autre question générale qui disait qu'on ne pouvait pas se connecter au site de démonstration. Et c'est vrai, en fait, j'ai changé le mot de passe spécifiquement pour cette présentation parce que je ne voulais pas que quelqu'un se connecte pendant la présentation, pendant ma présentation. Et donc, c'est pour cela que si vous avez essayé, vous n'arriviez pas à vous connecter. Je comprends, la frustration, mais voilà pourquoi j'avais changé le mot de passe. Nous rechangerons le mot de passe à 1, 2, 3 juste après ce webinaire pour que vous puissiez avoir accès à l'outil. Alors pour ce qui est de la question sur la population, je pense que je l'ai brièvement mentionné. Les données de population peuvent être importés dans l'application depuis les fichiers Excel. Les centres, par exemple, peuvent importer différentes données si ils ont déjà ces informations disponibles sur des fichiers Excel. Donc, je pense que j'ai répondu à cette question, n'est-ce pas? OK, d'accord, merci Mojtaba. Alors oui, alors pour ce qui est de l'intégration, oui, Mojtaba a tout à fait raison et alors pour ceux qui connaissent, IVM, par exemple, où vous avez d'abord une table Excel, un tableau Excel avec, toutes, vos installations et certaines informations, eh bien, la même chose existe pour cette application, pour être téléchargée directement et donc je confirme simplement ce que Mojtaba disait. Ça, c'est vrai aussi pour, la population. Alors, je pense que nous demanderons aussi à Mojtaba de commencer à travailler sur cette, intégration et donc, avec, le dit
SSM notamment. Alors, je pense que cette fonctionnalité est encore est toujours là, mais on a vu beaucoup de commentaires dans le chat et dans la section de questions et réponses. Et donc, ça pourrait être utile de compléter ce travail. D'accord, merci Solo. Donc, on a encore quelques questions. Je pense que je peux encore en mentionner 3. Donc, la première question, on y a déjà répondu. Désolée. Alors, très cher Mojtaba, vous apportez comme toujours des idées brillantes. Puisque nous n'avons pas eu le temps de regarder les rapports, est-ce qu'ils incluent aussi le volume total des différents niveaux? Est-ce qu'ils sont aussi disponibles sans accès à Internet? Merci beaucoup. Mojtaba, est-ce que vous pouvez répondre à la question? Oui, alors pour la première question, oui. Oui, le total est disponible pour chaque niveau, pour chaque installation, pour chaque centre. La question, pour la réponse à la deuxième question est négative. Non, malheureusement, on a besoin d'avoir accès à l'internet pour les applications. D'accord, très bien, merci. Alors, nous avons une autre question. Alors, c'est une très bonne innovation pour l'IGA. Je comprends ici que nous aurions peut-être certaines lacunes, certains écarts pour l'équipement pour 2025, par exemple. Est-il possible d'avoir le nombre et le type d'équipement nécessaire pour réaliser une analyse des lacunes, par exemple? Alors, très bonne question. Vous aurez l'option de sélectionner les équipements. Dans cette version, vous n'avez pas cette option, mais dans la prochaine version qui sera lancée pendant le premier trimestre 2022, vous aurez cette option où vous pourrez aller dans la liste des équipements et vous pourrez sélectionner les équipements les plus appropriés pour répondre aux lacunes et pour combler les écarts existants. Alors, quelles sont les sources de données pour les informations de population? Est-ce que c'est intégré avec d'autres systèmes? Alors ça, on y a déjà répondu. Certains pays utilisent des codes barres ou des codes QR pour l'équipement de la chaîne du froid. Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous pensez pour l'application? Alors, si j'ai bien compris la question, la responsabilité, de mettre les données de population, c'est la responsabilité de l'utilisateur. Mais les admins peuvent, ajouter la population minimum et maximum pour chaque niveau. Et donc, à ce moment-là, l'utilisateur ne peut pas vraiment indiquer, n'importe quel, chiffre pour la population. Donc, il ne peut pas, mettre moins que le minimum spécifié par l'admin ou plus que le et si par tout hasard, il y a un centre qui connaît sa population et qui ne fait pas partie de cette fourchette, eh bien, ils doivent appeler l'admin pour qu'il change cette fourchette. D'accord, merci. Et alors cette question est pour Iraki. Pourquoi avez-vous pris la décision de supprimer les informations sur les packs de refroidissement et sur le stockage à sec? Eh bien, parce qu'on trouvait cela difficile à gérer, notamment dans les points de vaccination. On devait simplement s'assurer que les données étaient suffisantes pour les différents centres et en général, c'était le cas. Mais c'est pour cela qu'on a pris cette décision parce qu'on voulait savoir si l'équipement à ce niveau-là était suffisant et comme souvent c'était le cas, on ne voulait pas vraiment faire une analyse complète dans chaque centre. Alors, pour ce qui était du stockage à sec, on l'a supprimé uniquement dans les centres de vaccination parce que souvent, on identifiait un stockage à sec pour les vaccins
dans les centres de vaccination et souvent, ils utilisaient les mêmes chambres, les mêmes pièces, pour les vaccins et pour les réfrigérateurs, par exemple et donc un seul type d'information était suffisant. Et donc le stockage à sec a seulement été, maintenu pour, le niveau régional. D'accord, merci beaucoup Irakli. Alors nous en sommes arrivés à la fin du temps qui nous était imparti. Alex? Oui, c'est parfait, merci. C'était une très chouette présentation avec beaucoup d'interactions. Je suis ravie d'avoir vu cela. Alors, petit rappel, nous enverrons à tout le monde par email les liens vers l'enregistrement et les diapositives de ce webinaire. La séance a également été enregistrée en français, donc on vous enverra également l'enregistrement français. Merci beaucoup à Maricel, Solom, Mojtaba, Hamjad, Mohamed, Irakli. Merci à tous et à toutes d'avoir fait partie de cette très chouette présentation. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'écrire. Vous recevrez un mail de ma part. Donc, si vous avez une question, vous pouvez simplement me répondre. Très, très bonne journée et très belle fête de fin d'année également. Merci beaucoup tout le monde. Merci à tous nos intervenants et à tous nos panélistes. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir. Merci tout le monde.